by thanking the government of Uganda for hosting us. Je voudrais remercier le gouvernement d'Ouganda et donner à l'IBM l'opportunité d'intervenir. Et puis nous sommes heureux de travailler avec tant de pays en Afrique. Et nous parlons de résoudre les problèmes de manque de compétences, problèmes d'emploi, des diplômés. Dans cette session, nous allons mettre l'accent sur ce que nous allons discuter, c'est comment chaque gouvernement prend des mesures vers le manque ou la lacune de compétences pour l'employabilité et les conséquences pour le développement économique et puis la collaboration entre les pays ainsi qu'entre les entités de gouvernement, le secteur privé et les organisations internationales. Je vais commencer. Donc d'abord, je remercie tous les membres du panel. Merci d'être avec nous. D'abord, c'est l'honorable ministre du Sénégal, plutôt cette année. Il y a eu un sommet supérieur à Dakar. Vous avez exprimé pas mal de priorités. Puis il y avait l'augmentation des investissements dans l'enseignement supérieur. Et puis le développement national à travers l'emploi des diplômés. Est-ce que vous pouvez en parler plus des résultats de ce sommet et les mesures qui ont été prises pour la réalisation de ce que vous avez discuté? Remercier le gouvernement ougandais avec Madame le ministre de l'Éducation et remercier les organisateurs African Brains et saluer mes collègues panélistes. C'est tenu à Dakar au mois de mars dernier le sommet sur la revitalisation de l'enseignement supérieur. Plusieurs axes ont été développés et qui ont été d'ailleurs repris lors du sommet de l'Union africaine tenu en juin à Johannesburg. Et nous pouvons, je signalerai deux aspects importants, qui est le développement des STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, et aussi les liens très forts que l'enseignement supérieur doit jouer avec le privé. La nécessité aussi de lever des financements importants. Dans ce sens, je veux citer, le Sénégal a fait des efforts importants puisque nous mobilisons pour 5 ans, de 2012 à 2017, 302 milliards de francs CFA, qui est l'équivalent de 600 millions de dollars, en investissement, infrastructures et équipements hors fonctionnement. Et ceci, évidemment, a un impact très important puisque nous sommes en train de construire 2 grandes universités, une deuxième à Dakar de 30 000 étudiants dédiés à la science, à la technologie et aux sciences de gestion, une autre sur 5 sites au centre du pays, là aussi de 30 000 étudiants dédiés à l'agriculture. Et nous avons lancé le programme de construction des instituts supérieurs d'enseignement professionnel avec études et séjours en entreprise, et 14, un dans chaque région. Et aujourd'hui, le programme concerne 5 qui sont entièrement financés. De la même façon, pour accompagner l'environnement de travail, nous avons démarré la construction de 100 salles de travaux pratiques pour aussi donner aux étudiants la possibilité de s'exercer. Et dans ce sens, il y a plusieurs fonds qui ont été mis en place, le fonds du secteur privé pour l'éducation et un fonds pour l'enseignement professionnel. Évidemment, les universités ont signé des contrats de performance et dans les contrats de performance, l'employabilité des étudiants est un élément, est un indicateur clé. De la même façon, nous allons lancer le 2 novembre prochain le programme sénégalais de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous pouvez le lire sur le net, psej.net. Nous avons déjà lancé l'appel d'offres et nous allons démarrer la formation de 500 jeunes avec des projets d'entreprise pendant 2 ans
Et à la fin de 2 ans, si le programme est probant, nous allons passer à 1000 jeunes au niveau du programme. Il s'agit d'inonder le tissu économique sénégalais de petites et moyennes entreprises innovantes à partir de nos diplômés au niveau de l'enseignement supérieur. Merci. Thank you. Now we go to the Honorable Minister Maria. Can you speak about the relationship between your higher education in Angola and the industry? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement ougandais et en particulier le ministère de l'Enseignement et tous les organisateurs de cet événement d'avoir invité l'Angola. Quand on parle des universités ou le secteur industriel, nous développons les partenariats avec les institutions de l'enseignement supérieur, ainsi que d'autres secteurs, et surtout le secteur manufacturier. Il existe un partenariat avec nous où on aide les étudiants après leurs études. Nous faisons en sorte qu'ils travaillent comme stagiaires lorsqu'ils sont encore à l'école. Les élèves étaient très timides, ils hésitaient à y participer parce que les institutions ne croyaient pas qu'ils étaient bien capables de le faire. Mais au fur et à mesure, les élèves sont devenus plus en plus confiants et les institutions ont montré une attitude plus positive. Et les sociétés travaillent en étroite collaboration avec le ministère. Ces sociétés cherchent les stagiaires pour qu'on puisse former les stagiaires à avoir les compétences nécessaires. Et ces stagiaires peuvent acquérir les compétences nécessaires à travailler et le ministère de l'Enseignement supérieur a créé des mesures incitatives, c'est-à-dire mettre en place les partenariats, travailler en étroite collaboration avec le secteur manufacturier, le secteur des mines, le secteur de la construction civile et aussi dans le domaine de la technologie. Merci. Votre ministère est nouvellement créé. Pouvez-vous nous expliquer les initiatives et les stratégies que vous avez pour le pays? Merci beaucoup. Je voudrais aussi féliciter notre ministre hôte et tous les organisateurs. Merci beaucoup de votre hospitalité. Vous nous faites venir à ce paradis. Merci. Je représente mon pays à ce forum. Et je tiens à exprimer ma gratitude aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis ministre délégué à partir du mois de mars. J'étais ministre adjoint de l'éducation de 2005 jusqu'à 2010. Et j'aimerais donc parler d'une perspective plus large. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce secteur du ministère de l'Enseignement supérieur et l'innovation? Il s'agit de l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et il s'agit également de l'innovation. Nous avons créé donc à notre ministère, à partir de notre ministère, pourquoi? Pour rendre plus efficaces nos interventions. Par exemple, on a mis l'accent sur l'éducation au niveau primaire
et nous avons négligé l'enseignement supérieur. Et donc, nous avons fait en sorte que l'enseignement supérieur soit considéré de manière plus concrète et d'inclure un élément de formation, parce que dans le passé, on considère l'enseignement supérieur comme plus axé sur le travail théorique, et les étudiants qui échouent là pouvaient considérer la formation professionnelle. Et voilà donc comment nous avons travaillé. Maintenant, honorable ministre, pour améliorer les compétences, et c'est le thème de notre discussion, comment augmenter les compétences au niveau de l'enseignement supérieur. Votre gouvernement a mis les cibles pour améliorer l'environnement, augmenter le nombre des effectifs. Est-ce que vous avez les stratégies et les projets pour ce programme? De la séance, avant de m'exprimer, je dois présenter mes compliments à l'endroit du gouvernement de l'Ouganda et à l'endroit de l'African Brains qui ont organisé cet événement assez capital. Je présente aussi les excuses de Madame la ministre qui devrait venir en sa personne assister à cet événement qui pour le moment se trouve au Cap-Vert pour le 17e Forum mondial sur l'alimentation scolaire. Et pour ce qui est des stratégies pour pouvoir améliorer des innovations en rapport avec les technologies des sciences au Burundi, c'est qu'il faut souligner qu'au niveau de mon pays possède des cadres légaux qui mettent un focus particulier sur les sciences, les technologies et les innovations. Ici, je cite la vision du Burundi 2025, je cite le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, je cite la politique sectorielle de notre ministère qui met en focus sur les sciences, les innovations et les technologies. Et pour le moment, il a fallu au gouvernement de mon pays mettre en place une structure étatique qui s'occupe de l'innovation des sciences, des technologies. La Direction générale des sciences, des technologies et de la recherche scientifique est née à partir de 2011 avec l'objectif de concevoir des politiques et les mettre en exécution dans le but de pouvoir innover les sciences et la technologie. Parmi les actions qui ont été réalisées jusqu'alors par cette direction générale, c'est notamment la mise en place de la politique nationale pour la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est aussi la mise en place d'un plan d'action qui en fait récapitule un paquet minimum d'activités à pouvoir faire pour pouvoir innover au niveau scientifique et au niveau technologique. Et pour le moment, on a aussi créé une commission nationale pour la science, la technologie et l'innovation. Maintenant, mon pays s'active à pouvoir passer à la construction de 3 instituts au niveau de 3 technologies ciblées suivant les potentialités dans mon pays. Il s'agit de l'agroalimentaire, la métallurgie et la technologie des mines. Merci. Thank you. Thank you. Actually, we're really here on the spot of the innovation. Merci beaucoup. Il s'agit là de l'innovation en ce qui concerne la technologie. Et maintenant, je voudrais passer cette question à notre représentant rwandais. L'éducation en Afrique et en général ne dépendait pas beaucoup des études scientifiques. La plupart des pays font des efforts pour mettre en place
les technologies et les innovations et mettre les stratégies sous cet angle. Comment est-ce que le Rwanda fait la transition de l'ancien modèle en passant au nouveau modèle? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vient de dire les autres membres du panel, permettez-moi de saisir cette occasion de remercier le gouvernement ougandais pour l'accueil chaleureux qui nous ont été accordés et merci aux organisateurs qui m'ont invité à participer à ce panel avec ces honorables ministres. Pour répondre à votre question, nous avons beaucoup dépendu de l'enseignement supérieur, ces disciplines au niveau de l'enseignement supérieur, parce que cela coûte moins cher, ça nécessite moins d'investissement. Et aussi, les TIC sont préférés par un plus grand nombre des universités privées ou les instituts d'enseignement supérieur. La plupart offrent des diplômes dans le domaine des humanités. Mais il y a aussi un problème découlant du colonialisme. Les anciens colonialistes faisaient en sorte que les Noirs n'étaient pas encouragés de se spécialiser dans les sciences et dans les mathématiques. Nous avons visionné la vidéo avant la pause café. Nous avons vu les enfants noirs qui aimaient les mathématiques. Donc ce n'est pas vrai que les sciences et les technologies sont limitées aux colonialistes. Il est impératif qu'on augmente les sciences et la technologie pour beaucoup de raisons. D'abord, développer les compétences et les capacités pour bien gérer les projets au niveau national. Au Rwanda, nous avons une stratégie selon laquelle 60% de nos étudiants inscrits font les sciences, 25% s'occupent des affaires et 15% consacrés aux humanités. Nous avons besoin des affaires pour appuyer les innovations technologiques et les diplômés des humanités peuvent bien comprendre ces interactions avec les êtres humains. Si vous construisez un pont, un barrage, il ne faut pas oublier les considérations sociales et humaines. Voilà donc comment les trois vont ensemble. Une autre raison importante pour la promotion des sciences et technologies est le fait que les sciences et la technologie sont le moteur de l'innovation et les innovations contribuent beaucoup à l'expansion des économies. Du point de vue des statistiques, les pays qui font des investissements dans le domaine de la technologie réalisent des progrès. Par exemple, la Corée du Sud fait un investissement de 4,3% dans la connaissance des économies. Pour l'Israël, c'est 4,2%. Japon 3,7%, Suède 3,3%, les États-Unis 2,7% et la Chine 0,8%. Tunisie 0,6%, Afrique du Sud 0,7%, Botswana, l'Ouganda 3,9% et l'Égypte 2,3%, 0,2%. Et vous pouvez voir que ça correspond aussi au niveau du développement économique. Pour résumer mes réponses, il est important de ne pas ignorer les sciences et les technologies, mais il ne faut pas oublier aussi le domaine des affaires et les humanités. Et si l'Afrique doit être le leader de l'économie mondiale, les sciences et les technologies jouent un rôle important.
Merci, vous nous avez donné une bonne statistique. Et je voudrais poser cette question au ministre du Sénégal. Après l'Afrique du Sud, vous avez le plus grand nombre des institutions d'enseignement supérieur. Vous avez les compétences, les diplômés compétents en ce qui concerne les TIC. Vous avez fait les investissements dans les TIC, c'est-à-dire 10% du PIB. C'est très élevé par rapport à d'autres chiffres, étant donné l'expérience coréenne, européenne et américaine. Quelle est la stratégie globale de cet investissement? Est-ce que vous voulez être le champion de la TIC sur le continent africain? Il y a juste une semaine, le Sénégal ambitionne d'être un pôle numérique et nous voulons être leaders, ça nous voulons le dire. Maintenant, évidemment, les TIC ont beaucoup contribué dans le classement du Sénégal au niveau de l'OMPI, du rapport 2015 d'innovation, où le Sénégal est 6e. Et le Sénégal a fait partie des 3 pays qui ont le plus progressé, avec l'Afrique du Sud et l'île Maurice. Les TIC sont enseignés au Sénégal depuis 1990. Nous formons des licences et des masters. Depuis 2000, nous formons des docteurs en collaboration avec des universités européennes et américaines. Et depuis 2005-2008, nos écoles doctorales sont autonomes. Le Sénégal a mis en place un programme important. Nous avons terminé la connectivité interne de toutes nos universités publiques. Nous avons mis pour ces universités 310 mégas de bande passante. Nous avons aussi mis en place un programme « Un étudiant, un ordinateur » où toutes les taxes ont été libérées et nous avons subventionné ces ordinateurs portables pour les étudiants. Nous avons créé depuis 2013 une université virtuelle du Sénégal et nous sommes en train de construire 14 espaces numériques ouverts. Un espace numérique ouvert, c'est un espace avec plus de 200 postes de travail, avec toutes les connectivités, et nous voulons en faire un dans chaque département du Sénégal, c'est-à-dire 50. Là, cette année, on construit 14. Et autour de cela, nous avons aussi mis à la disposition des universités un abonnement avec Elsevier pour Sciences Directes et d'autres bases de données internationales. Les étudiants ont un accès gratuit. À cela, il faut rajouter que les universités ont mis en place des incubateurs. Nous en avons un à Dakar, un à Saint-Louis. Et dans le cadre de la compétition ouverte par l'Association des universités africaines sur financement de la Banque mondiale, le Sénégal a obtenu le Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et technologie de l'information et de la communication. Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre du plan Sénégal émergent, place l'économie numérique parmi les premières priorités. Nous sommes en train de mettre en place le deuxième pôle urbain à Dakar, qui est Diamniadio, et dans lequel, évidemment, l'économie numérique aura une grande place, d'autant plus que beaucoup d'entreprises de développement sont en train, internationales, de s'installer à Dakar, d'utiliser nos ressources humaines qui sont aujourd'hui en Europe, en Afrique, en Amérique, et qui sont reconnues de qualité et formées localement au niveau de notre pays. Thank you. Thank you. This is very impressive data. C'est très impressionnant. Merci beaucoup. Maintenant, l'honorable ministre Maria, pour le développement des compétences en Angola, nous reconnaissons le développement durable et la nécessité d'interaction entre le ministère et les universités. Est-ce qu'il y a des programmes spéciaux entre le ministère et les universités pour améliorer les compétences et clore la lacune des technologies et les résultats qu'obtiennent les étudiants?
Temos trabalhado de We uma have forma worked muito in a estreita com very todas as close instituições Nous do avons ensino superior, travaillé tanto avec público como les institutions privado. d'enseignement Angola supérieur, tem 18 que províncias ce soit e nós privé ou temos ensino public. Nous superior avons 18 nas 18 provinces et nous avons províncias. l'enseignement supérieur dans Para tous les podermos 80 garantir a provinces. qualidade, Pour que nous temos puissions feito garantir trabalho l'éducation de bastante qualité, próximo nous avons dessas travaillé instituições, en étroite collaboration tanto com avec ces institutions a parte de graduação como também para os pour cursos les de aider pós-graduação. à, Para tal, contamos à com élever le um niveau de instituto diplômés, que tem como missão a avaliação, mais aussi a soutenir, reputação, les o soutenir financiamento dos estudos, après que tem trabalhado la licence. com essas Aussi, nous voulons instituições améliorer le para processus que elas d'accréditation cada vez mais dans ces melhorem institutions as pour qu'elles condições puissent técnico-pedagógicas, améliorer condições leurs materiais, conditions de d'enseignement. respeitar Nous a avons le criação de bons matériel laboratórios, de boas et nous bibliotecas, voulons e améliorer les também laboratoires uma et les grande bibliothèques. preocupação que Et nós, une des problèmes que é vous avez eu, a le gouvernement melhoria d'Angola cada vez plutôt, mais une des choses qu'il a dû faire, estado a capacitar o corpo docente nacional, c'est l'amélioration des capacités, tanto do ponto de vista surtout au académico, niveau de pós-graduação, de parler do ponto de vista pedagógico, des onde nós études, mais implementamos amélioration a des obrigatoriedade techniques d'apprentissage de termos uma et avaliação pedagógica. Portanto, com todas estas nous améliorons aussi les ações, méthodes nós estamos a crer d'enseignement que, et aussi nous Ministério menons do le Ensino processus Superior d'évaluation. está a dar Donc le ministère de l'enseignement uma supérieur grande contribuição et para que as fait instituições une de ensino grande superior em contribution pour que les instituts d'enseignement supérieur en Angola puissent responder a todos os être mis desafios à que jour nós temos, avec l'information como pour já qu'ils foi puissent dito pelo réagir aux Ministério. défis. Nós Tout comme mon temos collègue um vient de grande dire, desenvolvimento econômico, nous mas para que esse avons desenvolvimento econômico beaucoup seja de, sustentável, beaucoup de développement temos que économique ter pour que ce soit durable. com Il faut avoir com des este cadres trabalho appropriés. que estamos a fazer com as Avec le travail que nous faisons instituições, maintenant vamos então dans les conseguir institutions, atingir o nosso objetivo. nous O espérons objetivo pouvoir é a formação de quadros atteindre nos de objectifs, qualidade. c'est-à-dire avoir un cadre national qui offre une éducation de qualité. Actually, in terms of financing the common agreement to higher education sector in Africa, need more funding. You have a new ministry and you have Vous avez un nouveau ministère projects and you have a strategy. et vous avez des projets ambitieux. Actually, what kind of Quel genre national budget de budget national est-ce que vous avez mis en place et vous attendez à quoi de la part des sociétés qui représentent le secteur privé dans une conférence comme celle-ci? Hello, yeah. That's a mouthful of a question because C'est une question très importante parce qu'on parle de financement, des universités, on parle de partenaires. Je voudrais dire qu'un commissaire, que ministère de l'Éducation partout dans l'Afrique, la provision de l'éducation, c'est une question de volonté politique et il y a une responsabilité sociale qui est attachée. Nous considérons la provision d'éducation comme un plat de communauté qui doit se traduire en ce que les gens peuvent mettre sur leur table. Donc vous mettez l'argent où se trouve votre bouche. Donc, il faut financer ça parce que vous l'avez priorisé. Et en Afrique australe, surtout en Namibie, nous avons priorisé l'éducation depuis l'indépendance. Nous avons dépensé pas moins de 24% du PIB sur l'éducation. Et à l'indépendance, nous dépensions plus que cela, mais nous l'avons réduit. Nous sommes un membre de l'UA qui a donné une directive que les pays africains ne devraient pas dépenser moins de 20% de leur PIB sur l'éducation. Je ne sais pas où se trouvent d'autres pays à cet égard. Donc nous continuons à dépenser 24% au-dessus de notre PIB sur l'éducation à son ensemble. Et à dit cela, je crois que l'enseignement supérieur qui comprend les universités, j'ai été professeur d'université pendant 20 ans avant de rejoindre le ministère. Donc je suis très passionné de l'éducation et l'enseignement supérieur, mais je crois qu'en Afrique, il faut considérer l'aspect historique de ce qu'on avait. L'université de Makerere de l'Ouganda était l'université de l'Afrique de l'Est. Vous aviez Ibadan du Nigeria, qui était l'université pour l'Afrique de l'Ouest. Donc on peut commencer avec l'Afrique Frabé Collège à Sierra Leone. Les gens partageaient les universités. Et je crois que
comme urgence pour financer l'éducation, réduire le coût. Ce n'est pas forcément que nous devrions construire plus d'universités. Il faut pouvoir créer des bases de données des universités africaines et voir celles qui sont forts dans quel domaine et envoyer nos enfants à travers la frontière pour qu'ils puissent se déplacer au sein de l'Afrique. Donc je crois que financer l'éducation pour nous est une question, quelque chose qui doit être fait. Ce n'est pas une question de choix. Je ne sais pas si, quant à nos partenaires, vous êtes les bienvenus. Fanbek qui était ici ce matin a parlé de deux ministères en Namibie, le ministère de l'Éducation, des Arts et de la Culture, mais qui était un ministère, mais depuis le mois de mars, nous avons créé un autre ministère qui est l'enseignement supérieur, la formation et l'innovation, que je représente ce matin. Donc nous travaillons ensemble avec les partenaires et le partenariat de bénéfices égaux va continuer. Je vous remercie. Merci pour les innovations et l'amélioration et l'idée de collaboration au sein des pays est très important, pas seulement des universités, mais la collaboration entre les universités différentes des différents pays, c'est vraiment une très bonne idée qui va aussi peut-être résoudre certains des défis des TIC pour que tous puissent partager ce qu'ils ont. Maintenant, c'est l'honorable du Burundi. Le Burundi a une population jeune et 2/3 de la population sont au moins de 25 ans. Est-ce que vous mettez l'accent au développement de compétences sur un nombre de secteurs de l'industrie? Comment est-ce que vous allez absorber tout ce talent qui ressort, cette génération qui est prête à travailler? Merci de la question, monsieur le modérateur. Évidemment, comme vous le dites, c'est une réalité qui est là. Au Burundi, plus ou moins 50% de la population constitue une population en dessous de 25 ans. Et pour l'avenir de ce pays, vous voyez, on est devant un grand défi. Au niveau du développement des compétences pour pouvoir résorber ce problème lié à cette jeunesse qui, pour le moment, continue de pouvoir s'accroître, c'est que le gouvernement du Burundi a pensé à une réforme du système éducatif de la base jusqu'au sommet. De la base, vous savez que depuis un certain temps, depuis 2011, on a essayé d'élargir l'enseignement de base de 6 à 9 ans. Et pour le moment, nous sommes dans un système où l'enseignement de base va jusqu'en 9e année. Et pour le niveau de l'enseignement supérieur, on a revisité le système classique pour instaurer le système LMD. À chaque palier de l'enseignement, donc, on a pensé que le développement de compétences puisse constituer une stratégie incontournable pour notre pays pour pouvoir essayer de former des enfants qui vont sortir avec un profil dont les entreprises ont besoin. Et pour le moment, en 2011, on a déjà signé un partenariat public et privé où on a interpellé aux partenaires privés de pouvoir s'associer à nos concepteurs pédagogiques pour qu'ils puissent participer pleinement à l'élaboration des curricula en fonction des besoins de leur entreprise, quitte à pouvoir laisser sortir des enfants, des étudiants dont le profil de sortie correspond bel et bien aux besoins des entrepreneurs. Alors maintenant, au niveau de mon ministère, c'est qu'on a créé une direction de développement de compétences. On a des spécialistes nationaux qui sont appuyés par des spécialistes français et belges qui, ensemble, essaient de développer des compétences qui sont à mesure de pouvoir permettre aux lauréats des écoles secondaires, aux lauréats des universités, de pouvoir posséder un bagage intellectuel par rapport au challenge du moment. Je pense que dans l'avenir, on va pouvoir, au niveau de l'enseignement supérieur, installer un campus numérique
à Bujumbura. On va ainsi penser à pouvoir essayer de délocaliser l'Université du Burundi pour essayer d'opérer à la massification des effectifs. Il y a aussi un projet de construction d'un institut Inde-Afrique d'envergure continentale qui seront à mesure de pouvoir dispenser des compétences qui sont nécessaires par rapport à la vie du moment et aux besoins des entreprises. Merci. Oh, thank you very much. Thank you. To the professor. Merci beaucoup au professeur du Rwanda. Vous avez commencé un nouveau programme de doctorat, PhD programs really requires a lot of ce qui nécessite beaucoup de compétences. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment cela va marcher et le genre de programme de doctorat vous avez? Est-ce que c'est des TIC? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, parce que c'est passionnant de voir un pays qui commence un programme comme ça de doctorat. There's a technological challenge here. Thank you, Chair. Il y a un défi technologique ici. The whole idea of L'idée d'une formation de doctorat from the fact that vient du fait que African si les pays africains doivent profiter ou participer activement dans l'économie du savoir mondial, il est important d'avoir que notre personnel doit être formé jusqu'au niveau du doctorat, parce qu'il y a une corrélation entre la capacité à faire des recherches réelles et aussi le doctorat. Donc il y a ce moteur de développer cette compétence. Dans beaucoup de pays en Afrique, la compétence n'est pas disponible dans beaucoup de ces universités. Donc il y a des universités avec la capacité de fournir la formation de doctorat et il y en a d'autres qui ne le font pas. Au Rwanda par exemple, si vous allez à l'université du Rwanda, moins environ 19% du personnel ont du PhD de doctorat. Mais pour une université de recherche, cette capacité devrait aller jusqu'à 60%. C'est la même chose partout dans le pays. Ce que nous avons examiné, c'était le modèle Hub and Spoke qui est conçu, si vous voulez, pour trouver un moyen de rationaliser les ressources en termes de former déjà au niveau de doctorat, mais aussi augmenter la capacité de recherche. Et je partage le ministre de la Namibie, ce qu'il a dit, sur la nécessité d'avoir des centres concentrés d'excellence. Vous pouvez avoir la formation, au lieu de que chaque pays d'avoir son propre centre. En Afrique, il y a 900 étudiants d'enseignement supérieur. Pas tous devraient avoir la capacité de former les gens au niveau des doctorats. Donc le modèle Hub and Spoke, là où on a des institutions qui ont la capacité intensive pour la recherche, ils ont la capacité de former jusqu'au doctorat. Donc ils deviennent des centres. Et puis les Spoke sont des institutions qui ont une capacité intermédiaire pour offrir des doctorats. Donc le personnel des institutions qui n'ont pas la capacité peuvent s'enregistrer pour les doctorats à ces autres institutions, qui peut être supervisé, dirigé par ces autres personnels. Et le modèle encourage aussi le développement de capacités de direction, parce que si une personne s'enregistre dans une institution où il a la capacité, vous pouvez trouver que là où ils viennent, il y a quelqu'un avec un doctorat qui peut être un co-directeur avec le temps. Ils ont des compétences de diriger. Mais aussi les doctorats qu'on appelle des doctorats sandwich, où vous enregistrez dans une institution qui est hautement développée, mais vous avez le temps de revenir à votre université de temps en temps pour profiter de cette co-direction. Grâce à ces moyens, vous avez le partage des ressources et ce modèle, si vous pouvez l'examiner, est appliqué même par la Banque mondiale et la BAD, la Banque mondiale, a un système de centres d'excellence. La première phase, c'était l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Et il y avait un nombre de centres d'excellence financés par la Banque mondiale. La deuxième phase, la soumission des projets, c'est demain. C'est pour l'Afrique australe orientale, où vous identifiez des centres d'excellence, où les gens peuvent être associés à ces centres, c'est-à-dire des filières. C'est une meilleure façon de rationaliser les ressources avant de terminer. Je crois que cette idée de collaboration dans la formation
et devient de plus en plus soutenu à cause des succès des blocs régions économiques, parce qu'auparavant, on avait ces universités comme régionales comme Makerere qui était connu pour la médecine et l'agriculture, Nairobi pour l'ingénierie, le Dar es Salaam pour le droit. Et puis ça s'est scindé parce que les pays devenaient plus nationalistes, chacun voulait commencer sa propre université, mais maintenant, nous constatons que nous ne pouvons plus réaliser un travail ensemble. Nous avons le SADC, le COAS, la communauté est-africaine, et à cause de des succès dans ces blocs régionaux, il y a la nécessité de travailler ensemble qui s'avère utile. Et donc, la création de centres d'excellence devient plus garantie parce que dans ce cas, on n'a pas formé les gens dans le propre pays pour obtenir le savoir et la connaissance dans d'autres pays, et ce qui aussi encourage la mobilité et la mondialisation de l'éducation. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment un panel passionnant. Si on avait encore 2 heures, on aurait continué avec ces idées vraiment passionnantes, la collaboration au sein des universités, collaboration au sein des pays, les centres d'excellence à travers le continent. C'est vraiment des discussions très intéressantes. Nous sommes heureux d'entendre ce qu'on nous a dit. Et du côté du secteur privé et du côté des affaires, nous sommes ici d'aider et nous serons plus qu'heureux d'avoir comment le secteur privé peut être impliqué dans ces activités. Merci au panel et merci à vous tous pour avoir écouté. Homegrown technology solutions, I think they're the best types of solutions. Nobody really understands Africa's problems as well as African people. These homegrown solutions are not just born out of a need, but they're born out of a desire to kind of elevate people from their current position to a much greater level. And I think they're always the most effective ways of solving a problem. If we develop for ourselves, we understand our challenges, we understand our needs, so we can create applications that will be relevant for us. You have to support them, you have to give them lab, you have to give them equipment so they can develop what they have actually invented. We need more people trying new things, and you only get that when you have people experimenting with research and development into new products, new services, and then taking those to scale too, to making that into an actual business that scales into a real company. We are rapidly building our talent pipeline by hiring aggressively and developing graduate programs for African students. And we're not just fostering talent within IBM, but helping to build an IT ecosystem on the continent. We are investing in our partners through initiatives like the Software Skills Enablement Program, which provides a 1-year certification in IBM products for African universities.